pour revenir à un autre aspect que vous avez évoqué, celui des préoccupations fondamentales des Mexicains aujourd'hui, qui sont sociales, j'imagine. Quel serait le problème le plus grave que doivent affronter les Mexicains? Et j'imagine que la baisse des cours du pétrole ne va pas arranger la situation globale. Le gouvernement ayant moins de moyens d'avoir des politiques dynamiques sur ces questions-là pour affronter le déficit social. Oui, mais je pense que les gros problèmes du Mexique actuel, c'est justement l'écart entre la concentration de revenus de la population la plus riche du pays et les écarts qui se trouvent dans les revenus de la population la plus pauvre. C'est-à-dire que les distances sociales au Mexique sont évidentes entre les très pauvres et les très riches. Au niveau des classes moyennes, bon, on peut dire que la moyenne mexicaine reste quand même bien, acceptable. Et à mon avis, la chute du prix du pétrole au Mexique, oui, c'est un problème du côté de la liquidité des budgets au niveau État et au niveau municipalité, au niveau des États régionaux, parce que le Mexique c'est un pays fédéral. Mais je pense que la question la plus importante aujourd'hui, c'est les efforts qu'il faut faire au niveau d'État et au niveau des municipalités pour essayer de couper les distances sociales entre les très pauvres et les très riches. Et c'est une question fiscale parce qu'il y a beaucoup d'évasion fiscale entre les patrons des entreprises, les grands fonctionnaires qui font toutes sortes de tricheries pour faire l'évasion fiscale. À mon avis, c'est un gros problème du Mexique. Et aussi, il y a un manque de la part de l'État mexicain des politiques sociales, une espèce de welfare state, mais un vrai welfare state qui permet de couper un peu les distances sociales. À mon avis, c'est le gros problème du Mexique, plus fort que la tombée des prix du pétrole, parce que le Mexique, c'est un pays exportateur très fort aux États-Unis. 80% de l'exportation mexicaine va toujours aux États-Unis. Donc, et ce n'est pas forcément les bilans pétrolières, c'est un pays qui fait des exportations même des technologies aériennes et automobiles, des choses comme ça. Donc, dans les cas mexicains, ce n'est pas forcément la chute des prix du pétrole qui fait les gros problèmes. À mon avis, ce sont les impacts sociaux de cette manque de prévision au niveau d'État. D'un côté, la question fiscale, et d'autre côté, les soutiens sociaux pour aider les moins favorisés d'avoir accès à un niveau de vie acceptable. Pour compléter la réponse, quel est le niveau, si on fait des comparaisons, de la fiscalité mexicaine par rapport à celle d'autres pays? Par exemple, par rapport à la France, non, on peut dire que si en France, la fiscalité va environ de 48-52% de l'impôt sur les revenus, non, par exemple, et au Mexique, c'est les 35%. D'accord. Donc, et ces 35%, c'est les impôts sur les revenus qui payent tous les salariés, les travailleurs, classe moyenne. Mais les plus riches font beaucoup de tricheries à travers des entreprises, beaucoup des entreprises fantômes, des choses comme ça, pour essayer de fuir un peu cette contrôle fiscal. Et sur la déficience en matière d'état social, est-ce qu'on peut dire que la situation actuelle est moins bonne que celle qui existait il y a quelques années? Elle est au contraire meilleure? Est-ce qu'il y a eu des efforts qui ont été faits pour réduire la brèche sociale? Quelle est la situation? Je pense que dans les derniers 10 ans, on a eu des efforts pour couper un peu les brèches sociales. Disons que la pauvreté relative des Mexicains a tombé la dernière décennie. Mais de toute façon, si l'on voit... la grande pauvreté. La grande pauvreté. Pas les inégalités. Non, la pauvreté. Exclusivement la pauvreté. Au niveau de l'inégalité, les brèches des salariés légèrement tombé un peu les derniers 6 ans. Ouais. Mais de toute façon, si l'on voit au numéro absolu,
on peut voir que cette relative tombée de la pauvreté relative et de l'inégalité salariée relative, c'est à cause de la tombée générale des revenus de la masse moyenne de la population. Donc, ce n'est pas une hausse des salariés au niveau des revenus, mais c'est la tombée généralisée des revenus des classes moyennes, des hautes classes moyennes, qui tombent un peu à la baisse à cause justement de cette crise à l'intérieur, crise économique et sociale. Alors, il y a une question qui revient souvent quand on parle du Mexique, des relations économiques du Mexique avec les États-Unis. Effectivement, vous disiez que 80% des échanges commerciaux du Mexique se faisaient avec les États-Unis. Est-ce qu'on peut considérer que l'entrée du Mexique dans l'accord de libre-échange nord-américain avec les États-Unis et le Canada a été bénéfique ou a été négatif d'un point de vue social et d'un point de vue économique pour le Mexique? Bon, du point de vue économique, c'est évident que les bénéfices ont été très bons, Oui. ça, sans doute. Et les bilans, pour tous les secteurs. oui, les bilans budgétaires au niveau des exportations, importations et aussi les taux de croissance économique en général a été favorable. Mais du point de vue de la distribution sociale des bénéfices de cette relation spéciale, commerciale entre le Mexique, les États-Unis et le Canada, et c'est pas évident. Pourquoi? Parce que, encore une fois, il n'y a pas une politique de distribution des acquis sociaux venant du bilan des exportations et importations avec les États-Unis et le Canada, qui permet de faire un essor des conditions matérielles au niveau des hébergements, au niveau des réseaux de communication, au niveau des infrastructures, surtout dans des petits villages du centre-sud du pays, qui restent encore sous-développés par rapport au centre-nord du pays, qui est très développé. Donc, disons encore une fois, je pense que le démarrage de la relation Mexique-États-Unis-Canada à partir de 1994 a eu de bons résultats au niveau macroéconomique pour les exportations, les importations, les échanges technologiques, des choses comme ça. Mais au niveau microéconomique, au niveau revenus, au niveau conditions de vie, surtout les habitants qui habitent dans les centres-sud du pays restent encore dans un état de pauvreté et de sous-développement évident par rapport à la population de la capitale, par exemple, des principales villes du centre-nord du pays, où on peut déjà trouver une population qui a tous les acquis, qui a toutes les conditions très développées. Par exemple, le cas de Monterrey, qui est une ville très moderne du nord-est du pays. Je pense que Monterrey, c'est la ville la plus développée de toute l'Amérique latine, sans aucune discussion, et qui fait un partage économique avec la ville de Houston aux États-Unis. Il y a un phénomène très récent au Mexique, les dernières décennies, qui montre très bien certaines villes mexicaines du nord, comme Monterrey, Chihuahua, Hermosillo et Tijuana, qui font déjà partie d'un réseau de villes américaines mexicaines, c'est les tiers pays, qui ont déjà des relations économiques, sociales, technologiques et culturelles très fortes. Donc c'est un phénomène très intéressant aussi à noter. Comment comprendre que lorsqu'on parle de ces villes, on évoque surtout l'insécurité et la violence? Mais c'est une insécurité, une violence focalisée. La violence au Mexique, c'est toujours focalisé. Il faut dire ça, ce n'est pas une violence généralisée. C'est une violence focalisée au niveau des cartels de drogue, au niveau de la violence pour le trafic de personnes, et qui se trouve dans certains points de la frontière avec les États-Unis, et aussi une violence qui vient surtout des trafiquants des migrants qui viennent de l'Amérique du Sud, qui passent par train et qui traversent la frontière surtout du côté nord-ouest, et qui est très dangereux. Mais en dehors de ça, il y a des liens bilatéraux très forts entre les villes mexicaines du nord et de la frontière avec des villes du sud des États-Unis. Chaque année, il y a un meeting des gouverneurs
des États américains du Sud et des gouverneurs des États du nord du Mexique qui font des échanges culturels, économiques, politiques. C'est très intéressant, c'est très curieux. Est-ce que, pendant de longues années, certains équilibres sociaux arrivaient non pas se solutionner, mais à réduire leur intensité par les phénomènes migratoires? Est-ce qu'on peut considérer que l'ALENA a réduit les migrations? Non, au contraire. N'a eu aucune incidence? Non, au contraire, il a accéléré la migration. Ah oui, et parfois, il faut dire que la politique intérieure des États-Unis, face à la migration mexicaine, c'est de permettre d'une façon silencieuse cette migration. Pourquoi? Parce qu'il ne s'agit pas seulement d'une migration de main-d'œuvre peu qualifiée qui va travailler dans la campagne de la Californie ou de l'Arizona, mais il se trouve aussi une migration de main-d'œuvre qualifiée, des ingénieurs, des infirmiers surtout, des médecins mexicains, qui traversent la frontière pour s'établir dans les villes du sud des États-Unis et qui font des travaux professionnels qui sont très importants, bien payés, et qu'il n'y a pas de professionnels américains qui puissent le faire. C'est le cas de l'infirmerie, des hôpitaux, certaines spécialités médicales, et certaines spécialités des bâtiments et des constructions. Disons que les murs que les Américains ont bâtis il y a quelques années du côté de Tijuana jusqu'à Chihuahua, c'est un mur qui stoppe un peu la population migrante très pauvre qui se trouve aux alentours de la frontière, mais parfois c'est un mur silencieux qui ouvre la porte et dit voilà, vous pouvez y aller. C'est à discrétion. Donc, alors, à mon avis, c'est une migration évidente qui augmente tous les jours et qui va et bien parce que nous avons aussi une population d'origine américaine et d'autres nationalités qui traversent la frontière des États-Unis vers le Mexique. Donc, c'est très intéressant ça parce que, à mon avis, à partir de l'accord commercial, la migration a augmenté considérablement.